Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Yara Chaktoura, qui est directrice générale de Vattenfall Éolien en France, qui lance une étude pour observer si les turbines éoliennes peuvent constituer des espaces propices au développement de la biodiversité marine. Notre débat, il portera sur les innovations afin de développer une agriculture à impact positif avec le programme destiné aux startups qui est lancé par le campus agricole Hectare et HEC Paris. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est Volunteers for Sport, une plateforme pour promouvoir le bénévolat autour des événements sportifs. Éolien, agriculture, sport, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Yara Chaktoura, bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale de Vattenfall Éolien France. Vattenfall, entreprise suédoise créée en 1909. C'est une entreprise publique, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc Vattenfall est un des grands énergéticiens européens. Ouais. On est en effet suédois et on appartient 100% à l'État suédois depuis notre création en 1909. C'est un peu le EDF suédois, si je dis ça, je ne suis pas loin de la vérité. Vous n'êtes pas loin de la vérité, même si on est ambivalent sur cette comparaison. Ouais. Mais en effet, on est un acteur intégré de l'énergie. On est à la fois producteur, fournisseur et distributeur d'énergie, de gaz et d'électricité aux grands groupes, aux petites entreprises et aux particuliers. Et on est en effet producteur d'énergie renouvelable, mais aussi nucléaire et d'hydroélectricité. D'accord. Vous êtes présent en France depuis l'an 2000 avec, pareil, toute cette gamme d'activités ou c'est un peu moins large, on va dire? Alors depuis en effet 20 ans en France désormais, on est présent sur la fourniture d'électricité et de gaz aux entreprises et aux particuliers et on souhaite développer notre base de production renouvelable en France également. Alors justement, on va parler d'éolien maritime. Vattenfall, c'est l'un des leaders mondiaux de l'éolien en mer avec 12 parcs en exploitation dans 5 pays en Europe, plus de 5 gigawatts, c'est ça, en développement. Et alors, vous lancez, je le disais en titre, cette étude inédite dans le cadre de la construction d'un nouveau parc éolien aux Pays-Bas. Alors, c'est quoi cette étude? C'est quoi l'objectif? Premièrement, permettez-moi de rappeler au global, la première menace sur la biodiversité, c'est le changement climatique. Et l'éolien, comme l'a montré le rapport du GIEC récemment, qui nous dit qu'on a 3 ans pour faire vraiment quelque chose pour éviter les effets les plus dévastateurs du changement climatique, l'éolien est une des premières solutions pour lutter contre cet effet. Et donc, en effet, donc déjà, en termes d'impact général sur la biodiversité, l'éolien a un impact plutôt minimal et temporaire. Mais néanmoins, on peut encore améliorer. Donc, à l'échelle générale du changement climatique, voilà, l'éolien est une des solutions les plus minimales impactantes. Et on cherche à s'améliorer encore et encore. Et notamment, cette étude sur le parc Hollandse-Kust Sud aux Pays-Bas, premier parc construit sans subvention, nous permet justement, on a mis des fondations donc, sous le sol, c'est les fondations, c'est ce qui permet de tenir les éoliennes. On a créé des formations elliptiques, des trous elliptiques dans les fondations, de 1 mètre de hauteur, 30 cm de largeur, un peu sous la surface de l'eau, pour permettre aux poissons et aux autres espèces marines de pouvoir circuler au travers de la fondation. L'objectif de cette étude, donc on va faire des mesures pendant 2 ans, c'est d'observer comment les espèces marines, les poissons, se développent autour de ces sous-structures, ces structures marines, pour voir notamment comment elles vont justement proliférer à l'intérieur de ces structures. D'accord. Et donc l'objectif, est-ce que l'objectif, parce que vous l'avez évoqué, c'est aussi de convaincre ceux qui disent l'éolien, c'est pas vraiment écologique, l'éolien, enfin voilà, on les connaît, les critiques sur l'impact des éoliennes. Est-ce que vous poussez le curseur un peu plus loin pour convaincre? Alors, c'est pour continuer à contribuer au fait qu'on minimise cet effet résiduel. Et donc, notre objectif même chez Vattenfall, c'est d'avoir un impact net positif sur la biodiversité d'ici 2030. Et donc, cette étude en fait partie, c'est-à-dire qu'au-delà, dans chaque parc éolien en mer, on est vraiment extrêmement contrôlé sur la façon dont on développe un parc. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on mesure avant de construire tout ce qui se passe sur l'environnement, sur les oiseaux, sur les poissons, sur les mammifères marins. Nous construisons avec des méthodes qui permettent d'éviter, de réduire et s'il reste des effets résiduels, de les compenser
pendant la construction et l'exploitation du parc. Ouais, vous aviez notamment mené une étude sur les marsouins, c'est ça, pour voir comment le bruit les impactait, ils partaient, ils revenaient. C'est exactement ça. Donc, pendant la phase de construction, en effet, on a fait une étude très poussée pour voir comment les marsouins réagissaient, notamment au bruit pendant la phase de construction. Donc nous avons des outils pour réduire ces bruits, notamment ce qu'on appelle des rideaux de bulles. Donc au moment où vous frappez, vous avez un rideau de bulles qui vient amortir le bruit et l'impact. Et on voit que les marsouins, pendant la phase de construction, en effet, s'éloignent de la zone, mais dès que la phase de construction est terminée, reviennent. Et on a des études qui montrent qu'après des années, la population de marsouins est restée stable autour de ces parcs éoliens en mer. Bon, le bruit, nous, on le vit quotidiennement. Vous l'entendez sûrement dans les micros. Il y a toujours les travaux dans l'immeuble d'à côté. Bref, vous l'avez dit, ce parc aux Pays-Bas, ça va être le premier parc éolien sans subvention construit en Europe. Est-ce que ça veut dire que le secteur arrive à maturité, d'une certaine façon ? Tout à fait. Alors, l'éolien en mer posé est arrivé déjà depuis longtemps à maturité. Aujourd'hui, nous construisons en ce moment le premier parc éolien en mer sans subvention. En France, le dernier parc éolien en mer attribué était à 44 € du mégawattheure. C'est presque au même niveau que le prix du nucléaire en France. Donc, on a la chance, en effet, dans cette transition écologique, d'avoir à disposition cette énergie pas chère, qui va nous permettre aussi d'être plus indépendants énergétiquement, donc de ne pas dépendre des énergies fossiles comme en ce moment le gaz russe, parce que c'est ce qui fait que le prix de l'électricité augmente aujourd'hui, c'est ces énergies fossiles. Et par ailleurs, ça crée de l'emploi en France. Aujourd'hui, la filière éolienne en France, c'est plus de 20 000 emplois. Est-ce que la flambée des prix de l'énergie, justement, vous en parliez, est-ce que ça rend la filière éolienne plus compétitive ? Alors, tout est relatif, en effet. Donc, nous sommes déjà compétitifs, ça ne nous rend pas plus compétitifs. C'est juste qu'en effet, l'écart aujourd'hui de ce que vous pouvez voir sur le marché, prix de l'électricité à 300, 500 € même du mégawattheure, c'est clair qu'en comparaison, ça nous rend encore plus attractifs. Encore une fois, en sortant les énergies fossiles de notre consommation en Europe, c'est ce qui fera aussi qu'on ne sera pas dépendant de cette fluctuation des prix qu'on connaît aujourd'hui. Le groupe Vattenfall a confié à une entreprise française, CDC Biodiversité, une mission de calcul de l'empreinte générale, c'est ça, en matière de biodiversité. Comment vont-ils travailler ? Alors, tout à fait. Le groupe, déjà Vattenfall, s'est fixé comme ambition un monde sans énergie fossile d'ici une génération. Donc on a déjà de grosses ambitions et une trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre qui est très agressive, qui est validée par des organes extérieurs comme la Science Based Target Initiative, qui est portée par le Carbon Disclosure Project. Donc on est audité vraiment sur des actions concrètes que l'on fait pour être neutre en carbone d'ici 2040. En complément de ça, on veut aller plus loin. C'est-à-dire que d'ici 2030, on aimerait avoir un impact net positif sur la biodiversité. Donc pour pouvoir le mesurer, la CDC Biodiversité, donc c'est la Caisse des dépôts, une filiale de la Caisse des dépôts, a développé un outil pour déjà mesurer, c'est-à-dire mesurer, évaluer notre impact sur la biodiversité, sur l'entièreté de notre chaîne de valeur. Une fois qu'on aura ces éléments, on pourra savoir sur quoi travailler justement pour avoir un impact net positif. Vous vous engagez aussi sur le recyclage des pales d'éoliennes. J'ai vu ça en préparant l'émission, 100% d'ici 2030. Vous en êtes où aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles deviennent ? Alors, c'est en effet un des points sur lesquels parfois la filière éolienne on peut porter quelques reproches. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'une éolienne, c'est recyclable à plus de 85%. Les pales, on partage cet enjeu avec d'autres industries comme la filière maritime, les coques de bateau, quand vous êtes voilier, si vous aimez naviguer, c'est aussi des composites. Et ces composites, on peut les recycler techniquement, mais il n'y a pas de filière encore largement développée pour pouvoir le faire. Et c'est notre ambition. Aujourd'hui, les pales étaient ce qu'on appelle enfouies. Aujourd'hui, nous, on s'engage à ne plus le faire, à réutiliser nos pales et à Érosion 2030, les recycler entièrement. Comment ? Soit on travaille justement sur le recyclage des composites et notamment des cols qui est la partie difficile de recyclage. Soit même on va aller plus loin, c'est réfléchir dès la conception à des matériaux qui sont réutilisables dès le début. Les Pays-Bas, donc, dans lequel vous faites ce test avec le nouveau parc éolien, sont avec le Royaume-Uni les leaders mondiaux de l'éolien en mer, et la France, on est alors très 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 loin derrière. À la traîne, comment vous expliquez ce retard français ?
Alors, on a lancé les premiers projets français dans les années 2010. Ouais. Et il est vrai que les premières procédures administratives, donc notamment, on doit avoir des permis de construire, prennent beaucoup de temps et n'étaient à l'époque pas adaptés au contexte de l'éolien en mer. Donc, les premiers projets ont un peu essuyé ces écueils. Alors, on est ravis de savoir que la première éolienne en mer française commerciale est aujourd'hui installée, après 10 ans. Ouais. Au large de Saint-Nazaire. Exactement, contre près de 5500 en Europe. Donc, c'est un retour d'expérience quand même qui est extrêmement qu'il faut valoriser. Et ça fait partie aussi de ces sujets qui nous montrent que l'entièreté des retours d'expérience en Europe et dans le monde montre qu'on a un impact minimal sur la biodiversité. Mais l'une des raisons, l'un des freins, c'est les blocages des riverains, des pêcheurs, les interrogations, parfois les désinformations autour d'un projet. Comment, dans les autres pays d'Europe, ceux qui sont leaders, ils ont été contournés ? Ils ont été plus convaincants? Il y a eu une méthode différente? Comment vous l'expliquez? Alors, un des principaux points maintenant qu'on prône, c'est une planification. En France, on a une méthode qui est du projet par projet. Le débat public ou la consultation publique fait partie du jeu et c'est important justement d'expliquer pourquoi on fait ces développements, comment on va les faire ensemble pour que les projets bénéficient aux territoires dans lesquels aussi on les installe. L'étape actuelle dans laquelle la France se trouve, et c'est celle qu'il faut qu'on lance et qui a été annoncée par le gouvernement précédent, il faut faire une planification maritime, c'est-à-dire il faut anticiper partout sur mes côtes où est-ce que je pourrais peut-être en mettre de manière à coexister mieux avec les autres usagers, notamment la pêche, mais aussi le trafic maritime, les voiliers. Et ça a été fait dans les autres pays. Et ça a permis de prioriser par quoi on commence et pouvoir accélérer le développement de l'éolien en mer ailleurs. Ouais. Merci beaucoup. Merci Yara Chaktoura. Bon vent, c'est le cas de le dire, à vos éoliennes maritimes. On passe à notre débat, les innovations dans l'agriculture. Je vous présente tout de suite les invités pour ce débat. Fabrice Nappé, bonjour, vous êtes le directeur général d'Hectare. À vos côtés, François Tirard, cofondateur de My Easy Farm. C'est quoi Hectare? Un campus agricole, c'est ça? C'est ça, c'est un campus agricole à 40 minutes de Paris qui a pour but de répondre aux enjeux de notre agriculture des 10 prochaines années qui sont assez clés pour notre alimentation, j'ai envie de dire. Et on souhaite, avec Hectare, proposer des solutions, offrir des éclairages sur les différentes possibilités qu'on a devant nous pour justement répondre à ces enjeux. Oui, effectivement, les défis agricoles pour demain, on pourrait les définir comme ça, quelques chiffres là-dessus. Ces défis, 160 000 fermes sont à reprendre d'ici 3 ans. Ça représente un tiers des fermes en France, 70 000 emplois agricoles à pourvoir chaque année et 20% des sols agricoles qui souffrent d'érosion. C'est pour répondre à ces défis que le campus a été créé, c'est ça? Exactement. Il y a encore d'autres défis qui sont des transitions technologiques. Voilà, il y a en fait un vrai carrefour en fait, d'opportunités qui est en train d'apparaître sur ce secteur-là. Et Hectare, au travers de ses activités, c'est-à-dire à la fois la formation et l'accélération de start-up, c'est le cas de My Easy Farm, mais en tout cas l'accélération de start-up, on répond en fait à une partie de ces enjeux. Alors justement, vous l'évoquiez, vous avez lancé avec l'incubateur d'HEC Paris un appel à projet à destination des start-up. Il y a eu 135 candidatures. My Easy Farm fait partie des 11 sélectionnés. Bravo, félicitations. C'est quoi My Easy Farm? Expliquez-moi. Alors My Easy Farm, ma ferme facile, quelque part en français, c'est une start-up dans le domaine de ce qu'on appelle l'agtech, donc l'agriculture numérique, qui à la base travaille dans le domaine de l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, c'est la bonne dose au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire essayer de réduire les produits phytosanitaires, les quantités d'engrais, voire l'eau, pour obtenir le meilleur rendement. Vous l'avez créé avec votre frère, c'est ça? Je l'ai créé avec mon frère. Jean-Baptiste. Voilà, tout à fait. C'est quoi? Alors, si on rentre dans le détail de cette agriculture de précision, c'est quels outils technologiques pour effectivement utiliser moins d'intrants, moins de pesticides, etc., ou moins d'eau? Alors, à la base, il y a beaucoup de données numériques qui sont disponibles en agriculture. Un agriculteur, il a accès à des données satellites, aux données météo, aux données du sol. Et puis maintenant, quand il achète un tracteur, son tracteur est connecté. Donc on peut lui envoyer et recevoir des informations du tracteur. Et donc notre plateforme permet d'agréger l'ensemble de ces informations. Donc ça, c'est le sujet de base sur lequel on a travaillé. Et plus récemment, on s'est intéressé à la partie carbone en développant quelque chose qui s'appelle My Easy Carbone. Donc c'est quoi My Easy Carbone? C'est une plateforme, une appli? Comment ça marche My Easy Carbone?
vous savez peut-être que l'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau global. C'est pas une très bonne nouvelle pour l'agriculture quelque part, mais la bonne nouvelle, c'est que l'agriculture, c'est un puits naturel potentiel de carbone. Le sol, c'est un puits de carbone. Le sol permet de stocker du carbone. Et donc, Maïzy Carbone, c'est une application qui permet de faire le diagnostic de l'exploitation agricole, qui permet de réfléchir de simuler l'impact des changements de pratiques des agriculteurs et qui permet ensuite de mesurer année par année ce changement pour générer ce qu'on appelle des crédits carbone qui sont payés aux agriculteurs. D'accord. Est-ce que tout type d'exploitation, quel que soit le type d'agriculture, je sais pas, viticulteur, éleveur bovin, peut utiliser les technologies et les services de Maïzy Farm? Alors, tout à fait. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est effectivement, il y a des labels bas carbone. Le label bas carbone qui a été introduit par le ministère de la Transition écologique en 2019. Et donc, il y a un certain nombre de labels. Nous, on s'est concentré sur la partie grande culture. La grande culture, c'est là où on peut avoir le plus d'impact aujourd'hui. Il y a des sujets qui arrivent dans le domaine de la viticulture, dans le domaine de l'agroforesterie, etc. Mais on est principalement aujourd'hui concentré sur la partie grande culture. D'accord. Fabrice Nappé, de quoi Maïzy Farm et les 10 autres startups que vous avez sélectionnées vont-elles pouvoir bénéficier grâce à ce programme d'accélérateur? Alors, l'idée de l'accélérateur Hectare, c'est que pendant 3 mois, il y a un programme intensif qui est dédié à ces entreprises pour qu'elles puissent franchir des caps, on va dire, significatifs. Donc, c'est-à-dire préparer, effectuer une levée de fonds, se structurer pour la prochaine étape, accéder à un marché commercial, etc. Donc, en fait, on les accompagne vraiment sur la mise on va dire, en lumière de leur thèse commerciale. Souvent, elles ont une thèse agronomique, technique, technologique assez forte. C'est une manière de les choisir, d'ailleurs. Et puis, on va dire, OK, est-ce que ces entreprises sont capables d'aller capter un marché international même? C'était la discussion qu'on avait aussi avec Maïzy Farm. C'était, est-ce que Maïzy Farm, c'est que français ou est-ce que ça va être un produit qui peut être utilisé dans plein de pays différents? Et donc, pour nous, en fait, structurer l'entreprise, accompagner cette structuration, les mettre en relation avec des investisseurs, les mettre en relation avec d'autres entrepreneurs qui sont passés par là, etc. Ça, c'est on va dire le cœur même de ce qu'on fait avec l'accélérateur. Donc, on les aide à franchir des étapes clés. Ok. Et donc, c'est un accompagnement qui va bien au-delà de 3 mois, en fait. En fait, ça dure 3 mois de manière très intensive. Après, on les laisse travailler un peu. C'est bien. Avec tout ce qui a été diffusé pendant 3 mois, je pense qu'il y a bien 6-9 mois de boulot derrière pour tout exécuter. Donc, en fait, un vrai sujet, c'est à la fois s'assurer que l'ensemble de la promo, parce qu'ils sont 11, il y a 11 entreprises là qu'on a accompagnées, donc en fait, l'ensemble de la promo ait bien reçu les mêmes messages, puis ait du temps pour délivrer justement toutes ces connaissances qu'elles ont pu acquérir. Retour d'expérience, qu'est-ce que ça vous a apporté? En 3 mois, ça nous a permis d'accélérer, notamment au niveau du financement. Et là, on est en train de finaliser notre levée de fonds. On se développe également à l'international, puisqu'on est déjà présent en Italie, en Espagne, au Brésil. Donc, on commence à se développer. Et grâce au réseau de Hectare, on peut tout à fait faire ce genre de choses. Donc, c'est vraiment intensif pendant 3 mois. Mais effectivement, on retire plein de choses, en fait. Puis, il y a un aspect, on va dire, réseau qui est très important également. Oui, évidemment. Mais comment ça s'est passé avec les autres startups sélectionnées? Vous étiez tous ensemble? Est-ce qu'il y a eu aussi des échanges, peut-être, je sais pas, de bonnes pratiques Tout à fait. Ce que je veux dire. Selon les domaines, alors il y a des startups qui sont plutôt food tech, puis des startups qui sont plutôt agtech. Donc effectivement, on a plus de points communs avec l'agtech, mais ça nous a permis de créer des liens avec d'autres sociétés qui travaillent dans le domaine du carbone, par exemple. Donc c'était très important. Puis il y a l'aspect également mentor. Mentor, donc on était en relation avec des sociétés industrielles ou dans le domaine de l'agriculture qui nous ont permis d'avancer sur ce genre de choses. Alors justement, le mentorat, quelle forme il prend? En fait, il y a deux formes de mentorat. Donc, soit des entrepreneurs, des experts qu'on va chercher, qui justement passent du temps avec les startups pour pouvoir les accompagner et puis rentrer un peu dans le cœur de la startup, quoi. C'est pas un survol, quoi. On se met vraiment autour de la table pour adresser les enjeux de la startup. Et puis il y a un deuxième niveau qui est avec nos partenaires, parce qu'en fait l'accélérateur Hectare, c'est aussi des partenaires qui sont autour de la table. Donc je pense à Team Mac Agro France, Parfum Christian Dior et tous nos autres partenaires. En fait,
ils mettent à disposition des ressources internes pour que les entreprises puissent bénéficier de ces connaissances, de ce savoir, du marché d'une certaine manière, qui est déjà adressé par le corporate, parce que dans ce cas-là, c'est les corporates. Et donc, les partenaires fournissent aussi une aide significative aux startups. Alors, dans votre cas particulier, le mentorat, c'était qui? C'était quoi? On a cité Timac AgroFrance. Donc, on a travaillé avec Timac AgroFrance, qui est un fournisseur d'engrais technologiques, donc à la pointe. C'est une société française. Et donc, on a pu travailler avec eux, notamment dans le sujet du carbone, pour arriver à mesurer l'impact des produits de Timac AgroFrance. Donc, on a un projet, du coup, en cours avec cette société, sur lequel on va pouvoir se développer. Puis, on a un accompagnement également au niveau international de Timac Agro, parce qu'ils sont partout dans le monde. Donc, ça nous permet, par exemple, d'avoir des contacts au Brésil, en Italie et dans d'autres pays. Mais alors, quand on parle de campus agricole, ça veut dire que vous avez pu aussi tester un peu vos solutions sur place. Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi? Vous pourrez répondre, mais comment ça s'est passé pour vous? Il y a cette dimension-là. On est en train de faire des choses. On est en train également de monter des formations spécifiquement sur le domaine du carbone, parce que c'est quelque chose qui est en train d'arriver dans le domaine de l'agriculture. Donc, il y a besoin de formation des agriculteurs pour ce genre de choses. Donc, on va participer en tant, cette fois-ci, que formateur au programme d'Hectare. Oui, parce que on peut, les startups que vous accompagnez, elles peuvent tester des solutions aussi sur le campus, c'est ça? Donc en fait, on a sur les 600 hectares que font la ferme aujourd'hui, donc Hectare c'est un campus, mais c'est aussi une ferme en agriculture régénératrice de 600 hectares sur laquelle en fait on a à la fois des grandes cultures et de l'élevage aujourd'hui. Et en fait, sur ces espaces-là, on a 50 hectares qui sont dédiés aux startups pour qu'elles puissent expérimenter. Et donc on le fait de plein de manières différentes. Donc il y a des projets qui sont co-construits avec des partenaires, il y a des projets qui sont directement opérés par les startups elles-mêmes. Et à la fin, en fait, je pense qu'un des secrets, on va dire, d'Hectare, c'est d'arriver justement à créer ces rencontres, comme François le disait juste avant. C'était en fait entre les agriculteurs en formation, les startups qui sont présentes, les partenaires qui nous rendent visite, etc. En fait, on arrive à créer une communauté, ou en tout cas un écosystème autour d'Hectare, qui finit par se rencontrer sur le campus, quoi. L'ambition, c'est quoi? C'est de favoriser l'émergence, je sais pas, des sortes de licornes de la foodtech ou de l'agritech, c'est ça? Oui, alors je ne sais pas si licorne c'est le bon terme. En tout cas, des entreprises qui marchent. Voilà, j'aimerais bien le dire comme ça. Il y a plusieurs voies pour une entreprise pour se développer, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des modèles de succès d'entreprises agricoles, etc. Comme on a évoqué, il y a des modèles assez incroyables en France sur ces sujets-là. Agroalimentaire, en fait. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont très fortes sur leur secteur. Et donc, en fait, peut-être qu'on doit s'occuper maintenant de créer la prochaine génération de championnes, moi je préfère ce terme-là, de ces sujets, agriculture, agroalimentaire. Et j'espère qu'avec Maizyfarm et les autres, en fait, on est en train de les toucher du doigt. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce programme et ce campus agricole Hectare. On passe à Smart IDs, une appli pour promouvoir l'engagement, le bénévolat dans le monde sportif. Smart Ideas avec Marjorie Daniel, bonjour, bienvenue. Thomas. Vous êtes la cofondatrice de Volunteers for Sport, créée en 2019 avec Thibaut Gauthier. C'était quoi le déclic, l'idée de départ ? Alors l'idée de départ, elle est très simple. Elle est partie de l'expérience de Thibaut. Donc Thibaut et moi, on est amis depuis plus de 15 ans. Et Thibaut s'est reconverti dans le milieu du sport après avoir travaillé pendant 10 ans dans de la grande distribution, donc rien à voir. Il n'avait pas du tout de réseau dans ce milieu-là. Donc pour rencontrer des personnes, faire des connaissances pour son insertion professionnelle par la suite, il a décidé de passer par le bénévolat. Et donc, c'est pareil, pour trouver des missions bénévoles dans le sport, il a eu beaucoup de mal. Donc vraiment, le déclic est parti de là. Moi, j'étais à ce moment-là à fond dans le digital et en reconversion également. Et vraiment, on s'est retrouvés sur ce point qu'il y avait un manque
sur la mise en relation entre les organisateurs d'événements qui avaient besoin de bénévoles et les bénévoles qui voulaient s'engager. Oui, parce que le sport, les événements sportifs, on s'en rend peut-être pas compte, mais sans bénévoles, ça va pas, ça marche pas, quoi. C'est ça. Quasiment, il y a des dizaines, des centaines d'événements qui disparaîtraient, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Sur un événement sportif, en moyenne, il y a 70% de bénévoles, 30% de personnes rémunérées. Donc c'est dire le poids que ça a sur toute l'économie du sport, finalement. Ça représente quand même 3,5 millions de personnes qui s'engagent dans le sport en France de façon récurrente ou de façon ponctuelle. Et donc, vous avez créé Bénévole Connect. Ça marche comment? Tout à fait. Donc, c'est une application qu'on peut utiliser sur smartphone, tablette ou ordinateur. C'est une application donc, de mise en relation. Les organisateurs vont aller poster une annonce qui va exprimer tous leurs besoins, toutes les informations sur l'événement, les missions qui seront confiées aux personnes qui s'engageront. Et de l'autre côté, le bénévole va se créer un profil. C'est vraiment un fonctionnement d'application qui est assez simple et déjà connu. Et va pouvoir géolocaliser les offres et les possibilités de s'engager autour de chez lui. C'est quoi le modèle économique pour le bénévole? J'imagine que ça ne lui coûte rien. Donc, c'est les organisateurs qui participent, c'est ça? C'est un achat de crédit. On n'a pas voulu fonctionner sur de l'abonnement parce que l'idée, c'est de répondre vraiment à toutes les typologies d'organisateurs, que ce soit des associations, des clubs, mais aussi des collectivités qui vont organiser des événements de façon non récurrente. Donc, c'est de l'achat de crédit, c'est-à-dire que c'est au besoin. Et donc, un crédit, chez nous, correspond à une journée de mobilisation de bénévoles. D'accord. Est-ce que vous conseillez aussi les organisateurs? Est-ce qu'il y a une partie, bon, on a bien compris, il y a la mise en relation, mais est-ce que votre rôle va au-delà? Tout à fait. Depuis 3 ans, on a développé une expertise sur la gestion des bénévoles. Donc, on accompagne effectivement les organisateurs, que ce soit des gros événements ou des fédérations, ou encore des collectivités. Aujourd'hui, avec les Jeux olympiques et paralympiques qui vont avoir lieu en 2024, il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place sur le terrain, au niveau local, et beaucoup de collectivités qui rentrent dans une dynamique justement de créer des communautés bénévoles. Donc on accompagne toutes ces personnes, aussi bien sur des aspects stratégiques que sur des aspects opérationnels, voire même on gère la totalité d'un programme bénévole sur un événement si c'est... la demande. Alors justement, qui sont vos clients aujourd'hui? C'est plutôt des municipalités, plutôt des clubs? Alors aujourd'hui, on travaille plutôt avec des fédérations. On a également beaucoup de contacts avec des villes. Je ne peux pas vous les citer pour l'instant, mais en tout cas, voilà, c'est très dynamique. Je ne vous cache pas qu'on est passé par une période compliquée avec la crise sanitaire. Évidemment, donc, on a lancé en mai 2019 et mars 2020, tous les événements ont été arrêtés. Donc là, on est vraiment dans une phase de reprise. On voit un vrai potentiel là qui se développe. Depuis janvier. Et puis avec des perspectives, alors là on est dans des événements gigantesques, il y a la Coupe du Monde de rugby l'an prochain, et puis encore plus gigantesques les Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'événements comme ça, ou alors est-ce que c'est trop gros et ils ont leur propre système pour trouver des bénévoles? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on est effectivement sur une dimension tout autre sur ces événements-là, avec notamment la notion de partenaire privilégié. Donc par exemple, le partenaire informatique du CIO, voilà, et c'est quelqu'un qui est sur tous les Jeux Olympiques, justement, sur les logiciels de gestion des bénévoles. Donc là, c'est effectivement des entrées qu'on n'aura pas. Pour autant, tout ce qui va se passer autour nous apporte des opportunités, on le voit déjà. Eh ben, c'est super, on vous souhaite un bon développement. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Volunteers for Sport et donc cette appli Bénévole Connect. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut.